Ibrahim Traoré a fait un choix audacieux. Dans un contexte de guerre et de chaos, il a décidé de libérer plus de 15 000 prisonniers, non pour les réhabiliter, mais pour en faire les soldats d'une nouvelle nation. Ce geste, perçu par certains comme une folie, pourrait bien changer l'avenir du Burkina Faso et de toute la région du Sahel. Mais comment une telle décision, qui défie les conventions, pourrait-elle redéfinir les rapports de force dans cette partie du monde ? Ibrahim Traoré a-t-il trouvé la clé d'une rédemption nationale ou s'agit-il d'une bombe à retardement pour l'avenir du pays ? En libérant les prisonniers, Ibrahim Traoré a non seulement défié l'ordre établi, mais a également jeté les bases d'une révolution militaire et idéologique. Il n'a pas agi par clémence, mais par conviction, offrir une nouvelle chance à ceux qui ont été rejetés par la société en les transformant en défenseurs de la nation. Ce geste incarne une vision audacieuse pour le Burkina Faso, où la rédemption devient un moyen de restaurer la dignité, mais aussi la souveraineté nationale. Cependant, la question se pose, un tel modèle peut-il perdurer ? Les prisonniers, une fois soldats, ne risquent-ils pas de perdre leur raison d'être dans une société en pleine reconstruction ? Si le projet réussit, il pourrait devenir un modèle pour d'autres nations du Sahel, mais si l'expérience échoue, cela pourrait plonger le pays dans un chaos encore plus profond. Traoré a donc mis en jeu bien plus que la survie de son armée. Il a mis en jeu la stabilité et l'avenir du Burkina Faso. Dans ce contexte de guerre, chaque mouvement peut avoir des conséquences imprévisibles. Ibrahim Traoré a bouleversé les attentes internationales avec sa décision radicale de libérer des prisonniers pour en faire des soldats. Ce choix a d'abord semblé absurde, voire dangereux pour beaucoup, mais les premiers résultats sont là, surprenants et prometteurs. En quelques mois, les prisonniers formés à Poé, un centre d'entraînement militaire, ont montré une discipline et un engagement inédits. Loin d'être un groupe désorganisé, ils se sont transformés en une force militaire efficace, capable de défendre le territoire et de rétablir un semblant d'ordre dans un pays dévasté par l'insurrection. Ce retournement rapide a remis en question la notion même de rédemption. Est-il possible de forger des héros à partir de ceux qui ont été condamnés ? Si l'idée de transformer des prisonniers en soldats a été reçue avec scepticisme au départ, les résultats sur le terrain forcent la réflexion. Le contexte dans lequel cette transformation a eu lieu est crucial. Le pays est plongé dans une guerre totale contre des groupes insurgés, ce qui a mis à mal ses forces armées classiques. Les routes sont devenues des zones de guerre, et la population vit sous une pression constante. Le pays a longtemps souffert du manque d'une armée efficace et d'une gouvernance capable de gérer la violence qui gangrène ses régions les plus reculées. Dans cette situation désastreuse, Ibrahim Traoré a pris un pari risqué, mais il a également redéfini la manière de penser la guerre et la justice. Les soldats formés à Poé sont non seulement devenus des combattants aguerris, mais ils incarnent un symbole de la transformation sociale. Leur histoire, leur passé criminel, ne les définit plus. Ils portent maintenant un idéal plus grand, celui de défendre leur nation. Ces anciens détenus ne se battent pas uniquement pour la survie, mais pour leur propre dignité et celle du pays. L'acte de rédemption n'est plus qu'un simple acte de clémence. Il est devenu un acte de résistance face à l'injustice, un moyen de bâtir une nouvelle identité nationale. Ibrahim Traoré, capitaine de l'armée burkinabé, a pris des décisions qui n'ont pas seulement impacté la structure militaire, mais qui ont aussi profondément influencé la société burkinabé. Il a su se positionner comme le leader d'un renouveau, offrant aux anciens prisonniers une seconde chance, mais aussi une mission sacrée, restaurer l'honneur d'un peuple longtemps humilié par des forces extérieures. Ce qui semblait être un acte désespéré a rapidement pris des dimensions symboliques, transcendant les simples enjeux militaires. Le changement s'est fait sentir dès les premières formations. Les hommes, jadis condamnés et rejetés, se sont métamorphosés en soldats prêts à défendre leur pays avec ferveur. Ce processus de transformation dépasse l'aspect militaire. Il s'agit d'une reconquête de la dignité, une lutte contre les stigmates du passé. Les prisonniers qui ont accepté de se battre pour leur pays ne sont pas seulement devenus des instruments de guerre, mais des ambassadeurs d'une nouvelle identité nationale. Cette démarche a eu un impact immédiat sur la population. Les Burkinabés, longtemps désillusionnés par l'échec de leurs forces armées traditionnelles,
ont vu dans ce groupe d'anciens prisonniers un espoir tangible de changement. En les réintégrant dans la société à travers ce projet militaire, Traoré a non seulement redonné à ces hommes une place dans l'histoire du pays, mais a aussi offert une nouvelle perspective à une nation en guerre. Cependant, cette démarche n'est pas sans risque. Transformer des prisonniers en soldats pourrait-il provoquer une dérive autoritaire ? Les premiers succès militaires, bien qu'encourageants, ne garantissent pas la stabilité à long terme. Le pays a vécu un tournant décisif avec la décision d'Ibrahim Traoré de transformer les prisonniers en soldats. Ce geste, audacieux et risqué, a redéfini le cadre de la guerre dans le Sahel. Les premières unités de soldats formés à Poé ont rapidement montré des résultats impressionnants. Ces hommes, souvent perçus comme des parias, ont démontré une discipline et une efficacité exceptionnelles dans leur première mission. En quelques semaines, les routes, autrefois contrôlées par des groupes insurgés, ont commencé à se rouvrir et les attaques contre les convois civils ont diminué de manière significative. Le pays, qui se trouvait dans un état de chaos, a commencé à respirer à nouveau. Les insurgés, qui jusque-là semblaient invincibles, ont vu leur position affaiblie. L'armée, qui avait du mal à reprendre le contrôle de nombreux Omekones, a vu ses unités de prisonniers redéployer une stratégie plus efficace sur le terrain. Là où l'armée traditionnelle échouait, ces anciens détenus, porteurs d'une nouvelle mission, ont su regagner le terrain perdu. Le changement ne s'est pas seulement fait dans les opérations militaires, mais également dans la perception que la population avait de l'armée. Ces hommes, qui étaient autrefois condamnés, sont devenus des héros locaux, symboles de la résilience du peuple burkinabé. Ce retournement rapide a aussi montré un autre aspect de cette initiative, la redéfinition de la notion même de rédemption. Ce qui semblait être un acte de clémence s'est transformé en un projet national porté par des soldats motivés non seulement par leur survie, mais aussi par un désir de justice et de dignité. Ils ne se battaient pas simplement pour leur vie, mais pour le pays qui les avait un jour abandonnés. Ce processus a eu un effet galvanisant sur la société burkinabé qui, après des années de souffrance, a commencé à voir une lueur d'espoir dans cette armée peu conventionnelle. Cependant, la route reste semée d'embûches. Chaque succès sur le terrain a été accueilli avec un mélange d'espoir et de prudence. Les interrogations sur la durabilité de ce modèle persistent. En effet, un tel projet de rédemption pourrait-il maintenir son efficacité à long terme ? Les risques de dérive autoritaire sont réels, et l'on peut se demander si cette nouvelle armée, forgée dans la rédemption, ne pourrait pas devenir un instrument de pouvoir trop puissant entre les mains de Traoré. Néanmoins, la dynamique actuelle est sans équivoque. Le Burkina Faso, à travers cette audacieuse initiative, a redonné à son peuple une forme de dignité et de souveraineté qu'il avait perdue. Les résultats obtenus dès les premières missions menées par les unités formées à partir des anciens prisonniers sont impressionnants et concrets. Selon les dernières estimations, les attaques contre les convois civils ont chuté de 40% dès les premières semaines suivant le déploiement des nouvelles unités. Ce chiffre reflète non seulement l'efficacité des troupes sur le terrain, mais aussi leur capacité à rétablir un semblant de sécurité dans des régions autrefois dévastées par l'insurrection. L'armée, qui se trouvait démunie face à la montée des violences, a trouvé dans ces nouvelles recrues un moyen efficace de renverser la situation. Un autre indicateur clé du succès de cette initiative réside dans la réouverture progressive des routes commerciales. Les régions récemment sécurisées, particulièrement celles du Nord, ont vu une reprise économique modeste. Les marchés, autrefois fermés en raison des combats, ont lentement rouvert et les prix des biens essentiels ont commencé à se stabiliser. Les chiffres recueillis par les ONG locales montrent également une baisse des actes d'insurrection dans ces zones où les unités issues des prisons ont réussi à reprendre le contrôle là où les forces armées classiques avaient échoué. En parallèle, l'efficacité logistique de l'armée a également été améliorée. Le pays, qui souffrait de nombreux retards dans la coordination des opérations militaires, a vu une nette amélioration dans la gestion des ressources. L'approvisionnement en armes et en munitions, autrefois désorganisé, a été optimisé grâce à des réformes internes. Les unités militaires, mieux équipées et mieux formées, ont ainsi pu renforcer leur présence sur le terrain, notamment dans les zones les plus vulnérables. Un autre aspect notable est l'augmentation du nombre de villages retrouvant leur sécurité.
Dans ces zones, la population a pu reprendre des activités économiques de base, comme l'agriculture, et les conditions de vie se sont progressivement améliorées. Selon les données économiques récentes, les productions agricoles ont repris dans certaines régions, permettant à de nombreuses familles de revenir à une certaine stabilité. Cette dynamique est cruciale pour la reconstruction du pays et elle repose largement sur l'efficacité de ces nouvelles unités. Enfin, les anciens prisonniers, qui étaient perçus comme une force désorganisée et incontrôlable, ont été métamorphosés en soldats disciplinés. En moins de 6 mois, plus de 1500 hommes ont été formés et redéployés, un chiffre impressionnant qui témoigne de la capacité de Traoré à mobiliser et transformer une partie de la société marginalisée. Ce nombre ne se limite pas à une simple statistique, mais représente un véritable tournant dans la façon dont le pays envisage sa défense et sa souveraineté. L'approche d'Ibrahim Traoré a suscité des débats intenses, tant au niveau national qu'international. D'un côté, il existe une vision largement partagée parmi ses partisans. Cette initiative pourrait bien redéfinir la façon dont l'Afrique aborde la rédemption, la guerre et la souveraineté. En transformant les prisonniers en soldats, Traoré ne se contente pas de recruter de nouvelles troupes. Il incarne un acte politique radical, remettant en cause l'ordre établi et les dépendances extérieures. Selon cette perspective, son projet est un modèle de résilience et de souveraineté, capable de redonner une place à des individus rejetés, tout en renforçant la sécurité nationale. Pourtant, cette approche n'est pas sans risque. De l'autre côté, ses détracteurs soulignent les dangers d'une militarisation excessive et la possibilité d'une dérive autoritaire. En mobilisant une armée composée d'hommes sortis des prisons, Ibrahim Traoré prend le pari que cette nouvelle force sera non seulement efficace, mais aussi loyale. Cependant, l'argument contre cette stratégie repose sur la crainte d'une militarisation incontrôlée et d'une concentration excessive de pouvoir entre les mains de l'armée. Un tel modèle pourrait, à terme, compromettre les principes démocratiques et ouvrir la voie à une dictature militaire. Il faut également rappeler que l'histoire a souvent montré que les armées formées dans des contextes de guerre civile ou d'instabilité peuvent devenir incontrôlables. La montée en puissance de l'armée des anciens prisonniers pourrait créer une dynamique où la force militaire prend le pas sur les institutions civiles. De plus, certains observateurs internationaux s'inquiètent de l'absence de régulation de cette force et de l'impact que cela pourrait avoir sur la stabilité régionale. La question sous-jacente demeure: jusqu'où cette initiative pourrait-elle se maintenir sans devenir un instrument de pouvoir plus dangereux que salvateur ? Les deux visions sont valides dans leur contexte. L'approche de Traoré est certes un pari audacieux, mais elle pourrait également offrir un modèle alternatif pour l'Afrique, en prouvant qu'une nation peut se relever par ses propres moyens, sans dépendre des puissances étrangères. Mais si l'équilibre entre force militaire et gouvernance civile n'est pas maintenu, le Burkina Faso pourrait bien voir son expérience devenir un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. La transformation du Burkina Faso sous la direction d'Ibrahim Traoré a atteint un point de non-retour. Ce qui était initialement perçu comme une expérimentation risquée devient désormais une nouvelle réalité pour le pays. Les premiers succès militaires ne sont pas seulement des victoires sur le terrain, ils incarnent un changement radical dans la perception de la souveraineté et de la rédemption. Traoré a démontré que la véritable force d'une nation réside parfois dans sa capacité à se réinventer. Ce renouveau ne se limite pas à l'aspect militaire. Le peuple burkinabé, longtemps accablé par l'insécurité et le désespoir, commence à voir dans cette armée composée d'anciens prisonniers un symbole de renaissance. Loin de n'être qu'une force de combat, ces soldats sont désormais perçus comme les acteurs d'un changement profond portant en eux les valeurs de dignité et de justice. Cependant, cette transformation comporte des enjeux de taille. Si cette armée réussit à stabiliser le pays, elle pourrait devenir un modèle pour d'autres nations africaines. Mais la question demeure: à quel prix ? Les premiers signes sont encourageants que cette expérience pourrait redéfinir les rapports de force dans le Sahel, mais des défis considérables restent à surmonter. Les conséquences de la décision d'Ibrahim Traoré ne se sont pas fait attendre. En quelques mois, le Burkina Faso a commencé à percevoir des effets tangibles sur la sécurité nationale. Les unités formées à partir des anciens prisonniers
ont réussi à reprendre des territoires stratégiques jusque-là sous contrôle des insurgés. Dans les régions nord et est où la situation était particulièrement désastreuse, ces soldats ont permis de restaurer l'ordre et de rouvrir des axes commerciaux vitaux pour l'économie nationale. Le nombre d'attaques contre les civils a chuté de manière significative, et les routes, jadis dangereuses, ont recommencé à être fréquentées. Cette stabilisation a non seulement amélioré la sécurité, mais a également ravivé l'espoir au sein de la population, qui a vu dans ces succès militaires un signe de renouveau. Au-delà de la simple victoire sur les insurgés, cette initiative a eu des répercussions profondes sur le tissu social. Les anciens prisonniers, autrefois perçus comme des parias, sont devenus des héros locaux. La société burkinabé, qui vivait dans une insécurité chronique, commence à voir ses soldats comme les défenseurs de l'honneur et de la souveraineté nationale. Ce processus de réhabilitation sociale, soutenu par l'effort militaire, est un facteur clé du succès de cette initiative. Les Burkinabés, qui avaient longtemps été témoins de l'incapacité de leurs institutions à protéger leur quotidien, trouvent dans cette armée une forme de rédemption collective. Les retombées économiques, bien que modestes, ne sont pas négligeables. La reprise des activités commerciales dans les régions sécurisées a permis une certaine reprise de la production agricole, avec des marchés qui commencent à rouvrir. Cette dynamique commence à restaurer la confiance, tant parmi les citoyens que parmi les investisseurs, qui, bien que prudents, commencent à observer ce modèle avec un intérêt croissant. Mais les défis restent importants. Le pays demeure fragile, et la situation politique est loin d'être stable. Les tensions internes, notamment entre les nouvelles forces militaires et les élites politiques traditionnelles, risquent de déstabiliser à terme l'équilibre fragile instauré. De plus, l'impact sur la région du Sahel pourrait être considérable. Le pays, en redéfinissant sa manière de mener la guerre et de rétablir l'ordre, pourrait inspirer d'autres pays en crise. L'idée d'une armée issue de la rédemption pourrait bien faire des émules au Mali, au Niger, voire au-delà. Mais cette nouvelle dynamique pourrait aussi éveiller des inquiétudes chez les puissances étrangères, notamment en Europe, qui ont longtemps vu la région à travers le prisme de la stabilité imposée par leurs interventions militaires. Le modèle de Traoré, axé sur l'autosuffisance et la réappropriation de la souveraineté, pourrait bien bousculer les rapports de force établis. L'avenir du Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, pourrait prendre plusieurs directions, chacune influencée par les développements politiques, militaires et économiques. 3 scénarios distincts se dessinent pour les 6 à 12 prochains mois. Dans un scénario optimiste, dans ce cas, les forces de Traoré poursuivent leur trajectoire de succès militaire, consolidant le contrôle sur les zones insurgées et rétablissant progressivement l'ordre à l'échelle nationale. L'armée composée des anciens prisonniers prouve son efficacité à long terme, et les zones sécurisées voient une reprise économique plus importante. Les infrastructures se rétablissent, les routes commerciales se rouvrent, et la population retrouve une confiance perdue dans les institutions. Ce renouveau économique, couplé à une stabilité accrue, permettrait au Burkina Faso de renforcer sa souveraineté, en devenant un modèle de résilience et d'autosuffisance pour d'autres pays du Sahel. L'influence de Traoré dans la région croît, et son approche pourrait inspirer de nouvelles dynamiques géopolitiques. Scénario de base. Bien que les succès militaires se poursuivent, des tensions internes émergent, notamment avec les élites politiques traditionnelles et certaines factions militaires. La gouvernance civile peine à se renforcer et la réconciliation nationale n'avance pas aussi rapidement qu'espéré. Si la situation sécuritaire continue de s'améliorer dans les régions contrôlées par les anciens prisonniers, la division entre l'armée et les pouvoirs civils pourrait créer un climat d'instabilité politique. Les puissances internationales, notamment la France, pourraient intensifier leur pression diplomatique et économique, menaçant de nouvelles sanctions si la situation politique ne se stabilise pas. Le pays resterait vulnérable à une pression extérieure tout en cherchant à maintenir son autonomie intérieure. Scénario pessimiste. Si la situation sécuritaire et politique se dégrade, le Burkina Faso pourrait sombrer dans un état de fragilité accrue. Les succès militaires initiaux risqueraient de se transformer en un conflit prolongé, où la rébellion se renforcerait à mesure que l'armée des anciens prisonniers deviendrait une force incontrôlable. Les tensions internes pourraient évoluer en une lutte de pouvoir violente
exacerbée par des divisions ethniques et politiques. L'isolement international s'aggraverait, avec des sanctions économiques et diplomatiques et des tensions croissantes entre le gouvernement et les populations locales. Le pays pourrait alors se retrouver à la merci de l'instabilité, avec des conséquences dévastatrices pour sa souveraineté et sa sécurité. Dans les 3 scénarios, l'équilibre entre la force militaire de Traoré et la gouvernance civile sera crucial pour déterminer l'avenir du Burkina Faso. La question centrale restera de savoir si le pays pourra maintenir une paix durable tout en réconciliant ses différents acteurs politiques. Le parcours du Burkina Faso sous Ibrahim Traoré n'est pas seulement une histoire militaire, c'est aussi un message puissant à l'Afrique et au monde. Dans un continent où de nombreux pays ont longtemps été dépendants de l'aide internationale, Traoré propose une nouvelle vision de la souveraineté et de la rédemption. En libérant les prisonniers et en faisant des soldats, il montre que la véritable force d'une nation réside dans sa capacité à se réinventer, à puiser dans ses propres ressources humaines et à briser les chaînes de la dépendance extérieure. Pour les Burkinabés, cette transformation est plus qu'une simple stratégie militaire, c'est un acte de guérison sociale. Ces anciens prisonniers, qui étaient autrefois les rejetés de la société, deviennent des symboles d'espoir et de renouveau. Ils incarnent l'idée que tout homme peut changer et que, même après des années d'injustice, il est possible de retrouver sa dignité. Dans un pays marqué par des conflits interminables et une insécurité croissante, cette armée est perçue comme la dernière chance de restaurer la paix et de redonner aux citoyens le contrôle de leur avenir. Mais ce modèle ne se limite pas au Burkina Faso. L'initiative de Traoré fait écho à un besoin plus large à travers l'Afrique, celui de redéfinir les rapports de force, d'abandonner les modèles de dépendance et d'intervention étrangère, et de prendre le contrôle du destin. À travers cette audacieuse transformation, Traoré invite les nations africaines à réfléchir à leur propre autonomie et à la manière dont elles peuvent surmonter les défis auxquels elles sont confrontées. Pour beaucoup, cette expérience pourrait être la clé d'un avenir plus souverain et plus juste. Pour que la transformation du Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, puisse durer, il est essentiel de définir un chemin clair vers la stabilisation et le développement. Le premier objectif est de renforcer la réconciliation nationale. Bien que l'armée ait gagné en influence, la société burkinabé demeure profondément divisée, notamment entre les anciens prisonniers transformés en soldats et les élites politiques traditionnelles. Un dialogue national inclusif est nécessaire pour garantir que tous les segments de la société puissent participer à la reconstruction du pays. Cela inclut la reconnaissance des sacrifices faits par ces anciens détenus, mais aussi la réaffirmation des principes démocratiques et de justice. Le deuxième aspect crucial est la réforme du système judiciaire et politique. Le pays doit passer d'un modèle de gouvernance de guerre à un modèle plus institutionnalisé, où les droits des citoyens sont protégés et où la séparation des pouvoirs est respectée. La mise en place d'un système judiciaire indépendant est impérative pour prévenir l'abus de pouvoir, tandis qu'un gouvernement de transition doit s'assurer que le pays est prêt pour des élections libres et transparentes. L'objectif est de garantir que le processus démocratique puisse s'épanouir dans un climat de stabilité. Enfin, le développement économique doit être au cœur des priorités. Le pays ne peut pas compter uniquement sur la force militaire pour se relever. Il doit également diversifier son économie et renforcer les secteurs clés comme l'agriculture, l'éducation et les infrastructures. En stimulant l'entrepreneuriat local et en investissant dans le développement durable, le pays peut bâtir une économie résiliente qui soutiendra à long terme la paix et la prospérité. Ce processus ne sera pas facile, mais il est essentiel pour pérenniser les succès obtenus et assurer un avenir stable au Burkina Faso. Ibrahim Traoré a réussi à transformer une situation désastreuse en un véritable acte de rédemption, non seulement pour les prisonniers qu'il a libérés, mais pour toute une nation. Ce que beaucoup considéraient comme un pari risqué, voire absurde, est désormais perçu comme une victoire du peuple burkinabé sur l'incertitude et la terreur. En redonnant à ces hommes une mission, une dignité et un but, Traoré a réécrit l'histoire du Burkina Faso, prouvant que même dans les moments les plus sombres, il est possible de se réinventer. Pour les Burkinabés,
Cette transformation ne se limite pas aux victoires militaires, c'est une révolution dans leur manière de concevoir leur place dans le monde. Ce pays, qui a tant souffert sous les coups de l'insurrection, commence à croire à nouveau en un avenir où la dignité et la justice prévalent. Le processus de rédemption lancé par Ibrahim Traoré va au-delà des simples champs de bataille. Il touche l'âme de la nation. Le peuple burkinabé se redécouvre, se réapproprie son histoire et son destin. Ce modèle de transformation pourrait bien inspirer d'autres pays africains à abandonner les modèles imposés de dépendance et à prendre leur destin en main. Ibrahim Traoré a montré que la véritable souveraineté vient de l'intérieur, portée par la volonté collective. L'histoire du Burkina Faso sous Ibrahim Traoré est bien plus qu'un simple récit militaire. C'est un appel à l'action, une invitation à repenser notre vision de la souveraineté, de la rédemption et de l'autosuffisance. Le pays montre aujourd'hui que face à l'adversité, il est possible de renaître de ses cendres. En prenant en main son propre destin, ce pays a non seulement défié les attentes, mais a tracé une voie nouvelle pour l'Afrique. Si vous croyez en un avenir où les nations africaines sont véritablement maîtres de leur sort, où les peuples ne sont pas condamnés à vivre sous la dépendance, il est temps de rejoindre ce mouvement de transformation. La route est semée d'embûches, mais chaque pas compte. Le pays a ouvert une voie, et il appartient désormais à d'autres pays de suivre cet exemple de courage et d'indépendance. Soutenir ce changement, c'est participer à la construction d'un avenir où chaque nation est libre de se réinventer. Le pays nous montre que la rédemption n'est pas un simple concept, mais un véritable levier de changement pour un avenir plus juste et plus autonome.